Alors, merci Nathalie pour ce mot d'accueil. Merci Fabienne et Nadia d'avoir organisé ces journées. On m'a demandé de faire une introduction, hein, sous la forme d'une mise comment dire, en histoire, hein, de la lutte de la LDH contre l'antisémitisme. Mon intervention va avoir un caractère très naturel et spontané parce que j'ai terminé ma communication hier soir et je l'ai écrasée dans mon ordinateur. Donc, dans les 25 minutes de métro, heureusement c'était encore frais dans mon esprit. J'ai jeté quelques notes sur ces 3 pages. Alors d'abord, tout le monde le sait, hein, la Ligue des droits de l'homme naît par et dans l'affaire Dreyfus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle naît d'initiatives individuelles, au départ, qui sont d'ailleurs des initiatives, le cas échéant, de personnalités qui ne deviendront pas ligueuses. Hein. Je pense à Bernard Lazare, hein, son mémoire de 1896 en défense de Dreyfus. Je pense aussi à Zola, hein, notamment sa lettre aux Juifs, hein, en 1897. Et face à cette situation d'impasse, un certain nombre d'hommes, Ludovic Trarieux, Émile Duclos, Auguste Scheurer-Kestner, donc certains noms parfois totalement oubliés, je pense notamment à celui du vice-président du Sénat, hein, Scheurer-Kestner, prennent l'initiative, au moment du procès Zola, de créer ce collectif. Un collectif qui est créé avant la loi de 1901. Il faut rappeler, on en a parlé hier, le contexte. Philippe Auriol a bien travaillé, hein, sur la question de l'antisémitisme, qui est des antisémitismes, hein, qui sont pluriels. On peut mettre en avant la libre parole. Ce qui est intéressant, c'est même, hein, le titre de Drummond, la libre parole, indique bien que l'antisémitisme est tout à fait une expression libre, hein, en 1898, comme cela va le rester longtemps. Mais il y a aussi l'antisémitisme des croix, hein, des congrégations religieuses, qui est ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme d'atmosphère. Hein. Donc on a véritablement une culture qui se diffuse, contre laquelle la Ligue va se constituer. Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen, hein, c'est le nom à l'origine. Le terme citoyen est intéressant, hein, donc il s'agit bien de s'inscrire dans une culture civique pour les ligueurs fondateurs de l'association. Notamment contre cette judéophobie qui apparaît dans les ligues d'extrême droite, qu'elles soient nationalistes et ou monarchistes. L'association est créée donc pendant le procès Zola et elle est officialisée le 4 juin 1898 à l'occasion d'une manifestation aux sociétés savantes. Ludovic Trarieux devient le premier président de la Ligue des droits de l'homme, hein, fondateur, un avocat, un sénateur, immédiatement, la Ligue pose comme principe d'action, si j'ose dire, qu'elle n'entend pas lutter uniquement, hein, pour Dreyfus, mais qu'elle entend lutter pour tous les Dreyfus. Hein. Dans son manifeste, elle l'indique clairement, pour les protestants, parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a un très fort antiprotestantisme, hein, par rapport à l'affaire Dreyfus, pour les francs-maçons, etc. C'est une tension qui apparaît d'ailleurs, hein, au moment de la première Assemblée générale, parce que certains se disent « nous sommes là pour Dreyfus hein, », se lèvent pour dire « nous sommes là pour Dreyfus », alors que d'autres s'inscrivent dans une démarche dreyfusiste. Hein, c'est l'historien Vincent Duclerc, hein, qui a travaillé sur cette question des dreyfusistes, hein, c'est-à-dire une extrapolation d'un engagement au-delà du capitaine Dreyfus, mais sans jamais oublier le capitaine Dreyfus. Il est d'ailleurs derrière moi. Cette extrapolation, elle est le fait d'hommes, pas uniquement, des républicains relevant du radicalisme à l'époque ou du socialisme à l'époque. Je pense notamment à celui qui a rédigé les premiers statuts de la Ligue des droits de l'homme, un juriste catholique, Paul Viollet, qui va partir d'ailleurs de la Ligue des droits de l'homme assez vite, parce qu'il réclame le droit aussi pour les moines. Et là, il sent que ça passe pas trop, hein, on est en 1898, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est que sa démarche est finalement reprise en creux par la Ligue des droits de l'homme. Je pense notamment à l'importance de Francis de Pressensé, son deuxième président, qui vient du protestantisme, dans la rédaction de ce qui va devenir, enfin le projet de rédaction de ce qui va devenir la loi de séparation des églises et l'État. Hein. C'est initialement un projet donc largement rédigé par Francis de Pressensé et poussé par la Ligue. Il faut toujours le rappeler, hein, c'est que la loi de 1905, c'est une loi de sortie de l'affaire Dreyfus, en fait, hein, clairement. Hein. Donc c'est une loi de laïcité, hein, de pacification, et souvent c'est, à mon avis, insuffisamment mis en avant. J'insisterai aussi sur, au-delà du modèle d'engagement, sur la situation de la Ligue au moment de sa création. C'est une association généraliste, hein, je l'ai dit, du fait du dreyfusisme assumé et de l'extrapolation du cas Dreyfus. Ce généralisme, donc, elle le porte longtemps, exclusivement, tout en mettant en avant, en termes de fil rouge, sa lutte contre l'antisémitisme, puis contre les racismes. Hein, le mot apparaît progressivement dans le discours de la Ligue. Voilà à peu près la situation, et c'est le premier temps sur lequel je voudrais insister. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, de manière chronologique, c'est la continuation de ces luttes contre l'antisémitisme tout au long de l'entre-deux-guerres, on va dire 1914-1940. D'abord, la mise, l'utilisation par la Ligue des études. Hein, donc, c'est une association qui multiplie en fait les études de fond. Hein. Études par exemple sur la situation des Juifs en Russie, avant la guerre de 14-18, pendant la guerre de 14-18. Études aussi sur la situation des Juifs en Roumanie. Études pendant la Première Guerre mondiale, une étude très riche, hein, donc plusieurs dizaines de pages, hein, donc d'un rigueur important. Richet. Ça va, si on continue la chronologie, jusqu'en 1939, une étude sur, justement, on en a parlé hier, le protocole des sages de Sion. Ça n'empêche pas la lutte au quotidien, ne serait-ce que par les missions. Dès l'origine, je ne l'ai pas dit, 1899, la première mission de la Ligue, c'est en Algérie, pour travailler sur l'antisémitisme en Algérie, en 1899, au moment de l'affaire. Et ce type de mission, elle ne va cesser de les continuer, tout en prolongeant par une lutte au quotidien, notamment contre les ligues d'extrême droite, car l'antisémitisme passe par ces ligues d'extrême droite. Hein. Donc, que ce soit ces ligues nationalistes, comme les Jeunesses Patriotes, par exemple, ou ces ligues monarchistes, comme la Ligue d'Action française. C'est une inscription dans la lutte contre l'antisémitisme, également à partir de 1933, nettement dans l'accueil des réfugiés. On situe souvent, de manière un peu rapide, un premier déclin de la Ligue des droits de l'homme à partir du Front populaire. En fait, dès 1932, on a déjà des effectifs qui baissent, hein, ne serait-ce que parce qu'ils baissent, parce qu'ils ont peut-être été, non pas gonflés, hein, mais on va dire maintenus, hein, sans qu'il y ait un vrai travail sur les statistiques. Clairement, il y a des difficultés financières, hein, et l'accueil des réfugiés juifs joue dans ces difficultés financières. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un investissement, hein, de la Ligue, y compris sur le plan matériel. Hein, quand on regarde les cahiers des droits de l'homme, dans les années 30, à partir de 33, on a sans cesse des demandes de la Ligue pour savoir si tel ligueur pourrait accueillir, employer tel juif réfugié. Elle le fait aussi. Ce type d'intervention au quotidien, on pourrait dire même de manière humanitaire, avec d'autres associations, hein, sans exclusive. Un mot aussi sur lequel je voudrais revenir par rapport au débat d'hier, c'est la question de la conception aussi, de la judéité. Je pense à Victor Bach, hein, on a évoqué, hier, on a utilisé l'objectif d'assimiler, d'intégrer. Clairement, il y a une conception, si on prend le cas de Victor Bach, une conception d'un juif de la République.
hein, donc c'est Pierre Birnbaum hein, qui a travaillé sur ces Juifs de la République. Par rapport, par exemple, au sionisme, Victor Bach regarde, hein, mais se considère comme dans la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, dans la patrie des Lumières, et donc il assume tout à fait, en fait, cette posture. Alors, l'association est une association notamment de lutte contre l'antisémitisme, mais ça n'empêche pas l'association, comme tout collectif, d'avoir des dérives individuelles. Hein, il faut clairement le dire. Hein, donc, il y a des ligueurs hein, qui ont dérivé avant-guerre, pendant l'occupation, hein, donc qui ont été collaborateurs. Je pense notamment à deux noms, mais il y en a d'autres. Hein, Félicien Chalet. Hein, donc, il y a un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France d'un roman de Félicien Chalet, hein, donc professeur de philosophie, proche de Péguy, boursier hein, d'Albert Kahn au début du siècle, pacifiste intégral, anticolonialiste, où en fait il fait intervenir des membres du comité central avec plus que des relents, clairement, hein, donc des annotations antisémites. Et donc ça va l'amener à la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Même chose pour Léon Hémry, hein, donc l'anticommunisme, le pacifisme intégral va mener un certain nombre de ligueurs au moment de l'occupation dans la collaboration. Mais en même temps, il ne faut pas que l'optique soit fausse. À l'occasion d'un colloque il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, à Bordeaux, hein, donc sur Bordeaux en 40, j'avais extrapolé en fait un peu ma communication en travaillant sur justement le sommet de la Ligue, hein, une vision par le haut, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir une vision par le bas. Hein, c'est ça un peu le problème, hein, c'est que faire parler les ligueurs au temps de l'occupation dans les années 30 ou même dans les années 70, c'est difficile. Hein, donc, et en travaillant sur les membres du comité central, en travaillant sur les membres du groupe interparlementaire, hein, donc de la Ligue, et de voir leur position, en fait, hein, donc, par rapport à ceux qui vont voter ou non hein, les pleins pouvoirs à Pétain, et puis leur itinéraire ultérieur. Il y en a certains d'ailleurs qui vont voter les pleins pouvoirs, mais qui vont devenir résistants. Hein, donc c'est pas parce qu'on vote en 40 les pleins pouvoirs qu'on ne peut pas être résistant ultérieurement. Et là, on a vraiment des figures hein, qui sont importantes. Je vais en prendre deux. Justin Godard, ministre, membre du comité central avant la Seconde Guerre mondiale. Henri Guernu, secrétaire général de la Ligue, hein, donc un secrétaire général très important, hein, donc, qui formait un couple extrêmement important avec Ferdinand Buisson. Ces deux hommes vont, et même Guernu va en mourir en fait, hein, résister sous la forme de la défense des Juifs poursuivis, hein, donc, dans la France occupée. Hein, donc, Sicard de Clausel aussi, hein, donc l'Institut Fournier, va être un lieu d'accueil des Juifs. Hein. Et puis parallèlement, il y a des ligueurs qui vont s'investir dans la résistance, hein, donc pas nécessairement dans la question de l'accueil des Juifs poursuivis, qui vont même témoigner à des procès. Je pense à Émile Kahn. Hein, Émile Kahn, il se rend au procès Pierre Mendès France pour témoigner en disant « je viens au nom de la Ligue des droits de l'homme », même si la Ligue des droits de l'homme ne se reconstitue pas hein, par rapport au Parti socialiste pendant le conflit. Annette Viorca évoquait la fin tragique de Victor Bach donc en 1944. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a donné la deuxième partie hein, du panneau qui avait été mis sur son corps avec celui d'Ilona, son épouse. Il faut rappeler qu'il a quand même été résistant. Hein, donc, il a travaillé pour combat. Hein, mais sur le panneau que les miliciens vont accrocher à leur cou, il y a marqué « terreur contre terreur ». En fait, hein. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment il est victime d'une idéologie. On n'est plus là, on n'est pas là dans l'antisémitisme d'atmosphère, hein, on est dans l'antisémitisme de combat qu'incarnent les miliciens qui vont exécuter le couple Bach. Troisième élément, troisième temps, la situation de la Ligue en 1945 et son regard sur la Shoah. Il y a très peu de choses dans les cahiers des droits de l'homme sur la déportation d'une manière générale et sur la solution finale en particulier. Il faut dire que la situation de la Ligue est extrêmement précaire hein, en 1945. Hein, donc c'est là où elle sent qu'elle est mortelle, ne serait-ce que par le pillage de son siège,
et on demande ses archives. Donc les archives ont été pillées donc par les SS et emmenées donc à Berlin, puis récupérées par les soviétiques et donc conservées à Moscou. C'est ce qu'on appelle les trophées de guerre, avec les archives de Léon Blum, etc., d'autres associations. Également. Donc, situation précaire également sur le plan financier. Et puis, ce qui est intéressant, en suivant les premiers cahiers des droits de l'homme qui reparaissent à partir de 1945, c'est la nécrologie, en fait. Donc, les cahiers des droits de l'homme publient, en fait, le nom de tous les ligueurs morts en déportation. Donc, ça, c'est véritablement, à mon avis, important. Une Ligue des droits de l'homme qui prend des positions à partir de 1945, je vais aller jusqu'au début des 60, par exemple, peu sur la question de l'antisémitisme en France. Nous sommes post-Shoah, donc l'antisémitisme ne peut plus être affiché, clairement, et c'est plutôt un intérêt sur les persécutions antisémites en Russie, en Roumanie, donc derrière le rideau de fer, mais aussi des juifs d'Irak ou des juifs d'Égypte. Là, il y a vraiment ce type de condamnation qui apparaît. En revanche, la Ligue ne suit pas, par exemple, le procès de Nuremberg, étonnamment. Donc, il n'est jamais nommé dans la presse. En revanche, et je pense que le non-suivi du procès de Nuremberg peut être en quelque sorte expliqué par l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, en l'occurrence, la Ligue souligne en fait le rôle, tout le monde le fait, de René Cassin, mais aussi de Salomon Grumbach et également de Samuel Spalien, largement oublié en fait. Donc, et notamment, elle rappelle tout le rôle des ligueurs dans les années 30, donc avant le congrès de 36, avant le complément à la Déclaration des droits de l'homme qui avait été porté par des ligueurs, notamment René Georges Etienne et René Cassin au congrès de Dijon en 1926. Donc elle met l'accent aussi sur toute l'action des ligueurs dans la volonté d'une justice pénale internationale dans les années 30. Donc avec un projet de déclaration internationale qui va finalement aboutir en 1948 à cette déclaration universelle qui, on le rappelle, à mon avis, pas suffisamment, précise dans son article 1, le droit à la dignité. Donc c'est un élément extrêmement important, puisque la dignité et la fraternité sont, aux yeux de la Ligue, inséparables. Quelle est la position de la Ligue par rapport à la naissance de l'État d'Israël, par rapport à 1948, 1967, et on va même aller jusqu'en 1973. La Shoah est là, et donc il y a clairement en fait un appui à la naissance de l'État d'Israël. En 1948, un communiqué de la Ligue, les États arabes sont reconnus par la communauté internationale, il faut que l'ONU reconnaisse Israël. Et l'Exodus, le bateau de l'Exodus, on voit bien que la Ligue suit et dit non, ces juifs de l'Exodus ont un droit à s'installer en Israël, enfin en Palestine, selon la formule de l'époque. 1967, là aussi, un soutien à l'État d'Israël. Ça aboutit à déjà des discussions à l'intérieur du comité central. Je l'ai évoqué lorsque je suis intervenu au moment de la manifestation à la Maison du Barreau en hommage à la mémoire d'Henri Leclerc. Henri Leclerc entre au comité central, mais il le quitte notamment, c'est une des raisons, donc c'est pas la seule, par rapport à la position très pro-Israël de Daniel Mayer, qui est devenu président de la Ligue en 1958. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter d'autre parce que Henri Leclerc, comme d'autres, veulent poser la question des droits des Palestiniens, clairement. Donc, dès 1967, et cela se retrouve en 1968. Autre temps que je voudrais souligner, c'est dans la renaissance de la Ligue, on a souvent mis, à juste titre, je pense aux travaux d'Éric Agricolanski, donc un politiste, sur ce qui a été appelé la génération algérienne, c'est-à-dire l'inscription de la Ligue des droits de l'homme avec Daniel Mayer et d'autres, donc Madeleine Réberliou, Jean-Jacques de Félix, Henri Leclerc, j'en parlais, donc Yves Jouffat, Pierre Vidal-Naquet et d'autres.
donc dans la condamnation d'abord de la torture, hein, puis de la guerre d'Algérie en tant que telle, en tout cas des positions des autorités françaises dans le cadre de cette guerre d'Algérie. Effectivement, il y a un moment, hein, donc important de rénovation des pratiques de la Ligue, mais aussi de la pensée de la Ligue. Mais il y a un autre moment, à mon avis, qui apparaît important, c'est la première moitié des années 1980. Hein, c'est-à-dire que, au-delà de la question de la lutte contre l'antisémitisme par la lutte contre l'extrême droite, quand on regarde par exemple les commissions qui sont les ancêtres des groupes de travail, hein, dans la Ligue dans les années 70, il y a une commission extrêmement importante, animée notamment par Madeleine Reberio, qui est la commission extrême droite. Et c'est par cette commission en fait que la lutte contre l'antisémitisme se fait. Contre les propos, hein, il a été condamné pour cela, de Jean-Marie Le Pen, contre également le négationnisme, hein, on a tendance à l'oublier, hein, donc la question des faussaires, hein, de la mémoire, je pense à Faurisson notamment. Donc une réflexion, une action très largement à travers cette commission, mais il n'y a pas de commission discrimination, antisémitisme, racisme, hein, donc elle n'existe pas à l'époque. En revanche, dans les années 80, au-delà de la Renaissance par, vous savez, le Comité droit et liberté d'orientation militaire, hein, voulu par Henri Noguer, il y a une renaissance par la reprise par Henri Leclerc de la commission immigrée. Cette commission était présidée par Pierre Jox. Pierre Jox entre au gouvernement. Et donc, Henri Leclerc la préside. Et il y a véritablement, à partir des années 80, une centralité de la LDH à cet égard, au sein de la nébuleuse antiraciste. La Ligue n'étant pas seule, hein, sur ces questions, hein, le MRAP, SOS Racisme, hein, fondé dans les locaux de la Ligue, etc. Le collectif J'y suis, j'y vote, etc. Et d'autres éléments de cet associationnisme antiraciste. Est-ce que pour autant il y a une dilution de la lutte contre l'antisémitisme? Non. Alors, je pense par exemple à deux moments forts. Procès Barbie, procès Papon. Hein. La Ligue est véritablement en pointe. Hein. Donc si on prend ces deux éléments, et on pourrait aller jusqu'à la période très contemporaine, les poursuites, hein, donc systématiques, par rapport au dérapage de ce pseudo-humoriste, hein, Dieudonné. Mais clairement, on voit bien que sans qu'il y ait des priorités, sans qu'il y ait une hiérarchisation des luttes, hein, il y a la prise en compte d'autres luttes, avec la lutte contre l'antisémitisme, en lien avec le GISTI, hein, je pense à Daniel Lochac, etc. En guise de conclusion, je voudrais juste dire quelques mots, parce que j'ai largement dépassé, hein, donc heureusement que j'ai perdu la version écrite. Hein. En discutant avec d'autres collègues, hein, donc encore la semaine dernière, qui me disaient, il faut quand même s'interroger, est-ce que la Ligue des droits de l'homme aujourd'hui, et Nathalie en parlera bien mieux que moi, ne privilégie pas la lutte contre l'islamophobie, au détriment de celle contre l'antisémitisme. En tant qu'historien, en regardant les textes, etc., hein, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et l'importance, évidemment, l'importance, c'est les faits, hein, les dits, hein, en l'occurrence, les actes, on a de toute évidence une extrapolation des luttes qui, cette extrapolation des luttes, n'est pas une remise en cause de la fidélité, hein, du fil rouge d'un combat, notamment contre l'antisémitisme. Il faut rappeler, et effectivement, à l'extérieur de la Ligue, c'est parfois insuffisamment compris, je dirais, c'est que les droits ne se divisent pas, les luttes ne se divisent pas. Il n'y a ni déni, ni oubli, ni hiérarchisation, ni instrumentalisation, mais il y a bien une association généraliste, hein, qui considère qu'il s'agit de défendre tous les droits. En termes de boussole, je pense à la réflexion de Denis Charby hier sur la question des droits, hein, les droits boussole, mais aussi, plus qu'en termes de boussole, en termes de matrice des luttes, en fait. Hein. Les droits sont politiques, hein,
Ce qui est à noter aussi, ce qui est souvent insuffisamment repéré de la part donc des observateurs des positionnements de la Ligue, c'est que s'il y a des permanences, il y a aussi un refus parfois de s'exprimer dans l'urgence. Donc la question de la réflexion sur les enjeux de telle ou telle prise de position à l'ère du présentisme et de la médiatisation sur lesquels on peut effectivement s'interroger. Voilà, je vous remercie. Merci.